Il disait un mot, cette question des rétrocessions, ça pose surtout la question de la transparence. Il faut que l'investisseur sache qu'effectivement, il y a des rétrocessions. Et nous, on pense qu'effectivement, un des enjeux pour l'industrie, ça sera la transparence. On l'a vu avec la crise de 2008. Nous, on aime bien collecter les portefeuilles pour savoir ce qu'il y a dans les fonds. Il y a un certain nombre de maisons qui nous disaient oui, c'est bien ce que vous faites, mais on va voir plus tard. Et puis, avec la crise de 2008, la suspicion généralisée qui a touché les fonds, la gestion, on a vu des sociétés de gestion qui spontanément sont venues vers nous en disant tout compte fait, ça nous intéresse de vous communiquer les inventaires portefeuilles. J'ai l'impression qu'avec 2008, on a basculé l'industrie, tout le monde a basculé vers une logique de transparence où effectivement on se dit il faut un peu jouer carte sur table si on veut que les investisseurs reviennent et si on veut travailler main dans la main avec eux. Je peux que partager ce que Paul-Henri a dit sur la transparence. Enfin, c'est l'éthique même de nos métiers, mais je me porte en faux par rapport à ce que vous avez rajouté, c'est-à-dire 2008 égale plus de transparence pour les métiers de la gestion. C'est pas vrai. On est dans les services financiers les acteurs qui ont toujours été les plus transparents. La preuve, c'est que dans un des projets de directive Package Retail Investment Product, pour faire simple, PRIP, qui est une de ces directives transversales que la Commission européenne est en train d'étudier pour mettre des outils de communication identiques pour l'ensemble des produits financiers. Quel est le support retenu? Quel est l'exemple retenu? C'est celui de la gestion, celui des OPCVM. Donc, on est l'industrie la plus transparente dans les services financiers. De façon anecdotique, c'est possible que certains professionnels aient voulu en faire un peu plus que ce qu'ils ne faisaient dans le passé. Je les félicite et je les félicite de travailler avec Morningstar. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut dire que nous ne sommes pas transparents. Ce n'est pas vrai. Nous sommes une industrie extrêmement transparente. Et pour continuer à rebondir, si je peux me permettre, juste pour continuer à rebondir sur ce qu'a dit Paul-Henri, c'est vrai que dans le domaine de la distribution, il y a une problématique au niveau de la transparence, du paiement des commissions. Mais c'est évidemment un débat qui est un peu compliqué parce qu'il y a toujours deux personnes dans cette relation. Il y a le distributeur, qu'est-ce que le distributeur annonce et qu'est-ce qu'il n'annonce pas, et puis il y a le client, qu'est-ce que le client veut savoir et qu'est-ce que le client ne veut pas savoir. On ne peut pas forcer un client à comprendre une problématique de distribution de rétrocession si ça ne l'intéresse pas. Donc il y a une problématique des deux côtés qu'il faut traiter. Je veux également dire que sur la situation anglaise, il y a une mauvaise information qui est donnée de façon très générale, notamment par la presse, sur cette Retail Distribution Review. Cette Retail Distribution Review n'a pas pour objectif d'interdire le paiement des commissions au Royaume-Uni. C'est faux. La Retail Distribution Review a pour vocation à essayer de clarifier les circonstances dans lesquelles les commissions sont payées. Est-ce qu'ils le font bien? Est-ce que le projet de réglementation est un bon projet? Non, il ne l'est pas, pour une raison essentielle, et je vais terminer là pour vous repasser la parole, oui. Mais c'est vraiment le thème qui est absolument structurel. C'est beaucoup plus important que cette problématique de est-ce qu'on aura l'autorisation de payer des commissions ou pas à nos distributeurs. C'est qu'il faut avancer en matière d'évolution de réglementation dans le domaine de la distribution et dans le domaine de la transparence de la distribution avec un level playing field pour l'ensemble des produits financiers. Le plus grand danger de notre industrie aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si on aura le droit de payer des commissions ou pas aux distributeurs. Parce que ça se fera toujours dans tout système économique, il faut que le fournisseur paye son distributeur d'une façon ou d'une autre. Donc ça continuera à exister. Le plus grand danger que l'on a aujourd'hui dans nos métiers, c'est la concurrence déloyale que les autres produits financiers qui ne sont pas OPCVM ont contre les OPCVM, de par l'opacité qu'ils pratiquent, de par le niveau des frais qu'ils chargent et cette absence de transparence vis-à-vis de la clientèle finale. Donc c'est là où le focus doit être et c'est là où nous, EFAMA, travaillons auprès des services de la Commission européenne pour essayer de s'assurer que tout mouvement, notamment en matière de distribution, le soit à un niveau level playing field, et que s'il y a des mouvements en matière de rétrocession de commissions, eh bien c'est l'ensemble des produits financiers qui seront soumis aux mêmes règles. Alors Jean-Baptiste, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de transparence, et sans doute que d'autres produits financiers sont encore moins transparents. Je disais simplement que ça manquait un peu de transparence, parce qu'en 2008, on a eu des fonds monétaires qui ont explosé en vol. Certains investisseurs se sont retrouvés un petit peu cul-nus, si vous m'autorisez l'expression. Donc il y avait quand même beaucoup de progrès à faire. Nous, ce qu'on aime bien, et on ne le trouve pas toujours sur les sites internet, mais ce n'est pas spécifique à la France, on aime bien savoir qui est le gérant, le nom du gérant, des choses comme ça. Est-ce que le gérant investit à titre personnel dans le fonds? C'est des choses comme ça qui nous intéressent. La structure du portefeuille, parce que ça peut porter des dangers qui ne sont pas toujours bien perçus par les investisseurs. Donc on pense qu'on est sur la bonne voie, qu'il y a encore du progrès à faire. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Paul-Henri? Est-ce que
c'est intéressant que les gérants investissent dans leurs fonds. Pour nous, c'est un signe d'engagement qu'un gérant, et c'est un signe de transparence quand le gérant nous dit, bah oui, personnellement, j'ai une partie de mes avoirs qui sont dans le fonds. Est-ce que vous me permettez, avant de répondre à cette question qui est très importante, de revenir une seconde sur la précédente, c'est-à-dire la transparence, parce que je suis entièrement d'accord avec Jean-Baptiste sur les deux points qu'il a développés. Un, l'enjeu principal pour la gestion aujourd'hui, c'est le level playing field, c'est la concurrence. C'est la concurrence faite aux produits de gestion par des produits financiers qui n'ont pas les mêmes contraintes, et en particulier des contraintes de transparence, d'information. Deuxièmement, sur le fait que la transparence, elle n'a pas évolué fortement du côté des gestions depuis 2008. Elle était déjà là, elle a toujours été là. Qu'est-ce qu'on a fait comme évolution en matière d'information récemment? On est en train de mettre en place le KID. Le KID, qu'est-ce que c'est? C'est à la demande des gérants eux-mêmes un document qui soit enfin un peu plus simple que les prospectus simplifiés et autres documents que les régulateurs voulaient nous faire et qui n'étaient pas simplifiés du tout. On a le prospectus large, on manquait d'un document simplifié. Le problème n'est pas un problème de transparence, c'est souvent un problème de capacité pour l'investisseur de trouver la bonne information dans une information qui est plutôt trop vaste, d'où l'intérêt du KID. Donc je ne crois pas du tout que cette transparence manquait du côté des gérants. Savoir le détail du portefeuille d'un fonds, tout investisseur peut le demander et le connaître. Les évolutions de la transparence, elles ont été du côté du client, entre le distributeur et le client, et de ce point de vue-là, MIF 1 a été, dans sa partie commerciale, une excellente chose, une très bonne directive, et c'est là où on peut encore s'améliorer. Je ne sais pas si vous avez lu le document de l'AMF sur les risques qui vient de sortir, c'est un pavé de 80 pages, mais qui montre qu'ils ont fait quelques études déjà sur la façon dont l'information du client investisseur est faite par le distributeur et les fameuses analyses qu'il doit faire sur la position du client par rapport au risque et sur sa position financière générale. Il y a beaucoup encore de progrès à faire pour améliorer cette information. Mais elle est très bonne, et cette transparence. Et c'est là, à mon avis, à ce niveau-là, entre le distributeur et l'investisseur final, que les efforts doivent être faits. Oui, et puis il y a un besoin de pédagogie et d'éducation. Parce il y a un énorme besoin de pédagogie. C'est bien de mettre à disposition de l'information, encore faut-il que les investisseurs soient capables de l'appréhender, de la comprendre et de l'analyser. J'aimerais qu'on comprenne... Je n'ai pas oublié votre question. Je peux y arriver. Faut-il que le gérant ait la possibilité d'investir dans son fonds? Est-ce une bonne chose, etc. C'est en fait un problème fiscal, hein, en France en tous les cas. La question de savoir s'il est bon que le gérant puisse investir dans son fonds, la réponse est oui de façon évidente. Et il y a même un certain nombre de classes d'actifs ou de types de gestion pour lesquels c'est nécessaire. En matière de hedge fund, les clients ont très souvent le désir que le gérant soit partie prenante dans le fonds, qui prenne son risque comme le client, et donc qu'il ait une part de sa propre fortune investie dans son fonds. C'est la même chose que pour le private equity. C'est quelque chose que l'on admet depuis très très longtemps dans le private equity. Les gérants de private equity doivent, et les investisseurs le demandent, l'exigent, doivent avoir une partie investie dans leur fonds. Et ça a donné lieu à toute une réflexion fiscale, c'est le fameux carry interest, et qui est codifié, organisé, et qui est défini en France, et qui permet fiscalement d'être taxé sur la plus-value du capital, et non pas sur les revenus salariaux, revenus du travail. C'est quelque chose dont on aurait absolument besoin sur les autres fonds, de type hedge fund, mais de type total return, de type performance absolue, et d'autres types, parce que c'est une demande des clients. C'est donc quelque chose qu'il faut mettre en place. Alors, il faut l'encadrer, il faut le définir. C'est quelque chose à laquelle on commence à travailler à l'AFG.
dans la difficulté, parce qu'on a rencontré un écho moyen de la part des pouvoirs publics et du Trésor et du Fisc sur ce sujet-là. Il n'empêche qu'on l'a quand même mis au forceps, hein, dans les recommandations du rapport du Haut Comité de place sur la gestion et sur les enjeux de la gestion. Mais on ne fait que commencer à y travailler et ça va sûrement être difficile à mettre en place définitivement. Mais je crois que c'est une nécessité absolue que de voir les gérants pouvoir investir dans leurs fonds. Ça n'est pas permis actuellement. Parce que les clients le leur demandent et que si on ne le permet pas en France, eh bien les clients investiront dans des fonds qui seront gérés à l'étranger parce qu'à l'endroit où ils sont gérés, il y aura cette possibilité fiscale pour les gérants. Non, en tous les cas, c'est bien que l'AFG partage notre analyse et soutienne cette piste de travail. Il y a un point